L'enquête du 22 août 1974, à Culver City, en Californie, devait être une journée comme une autre. Le docteur Barry Taff est un médecin en psychophysiologie et un ingénieur en biomédical. Accompagné d'un parapsychologue de renommée mondiale, ils ont discuté des questions liées à son dernier cas avec un associé, tout en parcourant des livres à la librairie locale sur les phénomènes étranges. Doris Bitter, une femme présente au même moment, a entendu la conversation et s'est approchée du docteur Taff, lui disant que sa maison est hantée et qu'elle avait besoin d'aide. Les scientifiques lui ont dit qu'ils devaient en discuter entre eux d'abord pour voir si l'enquête était potentiellement envisageable. Après réflexion, estimant que ce serait un cas ouvert comme fermé, ils ont accepté à se présenter à la maison de Doris Bitter. Mais n'attendant pas grand-chose, ils ne savaient pas que ce serait un des plus grands cas dans l'histoire du paranormal. Doris Bitter, aussi connue sous le nom de Doris McGowan, venait d'une famille de classe moyenne. L'enfance de Doris Bitter fut très mouvementée. Ses parents vécurent une relation très austère et peu agréable. Tous les deux étaient alcooliques et n'étaient pas adaptés pour fournir une éducation bien équilibrée pour un enfant. À l'âge de 10 ans, Doris et sa famille ont déménagé au centre-ouest de la Californie. Les détails concernant son enfance ne sont pas connus. Durant son adolescence, Doris avait une altercation majeure avec sa famille. Ses deux parents, sa tante et son oncle, avaient décidé de la désavouer et de souhaiter de couper tout contact avec la famille. Après la mort de ses parents, de sa tante et de son oncle, tout l'héritage fut reversé aux frères de Doris Bitter. Sans argent, mère célibataire, livrée elle-même, Doris a dû se débrouiller pour prendre sa vie en main de la façon la plus correcte possible. Le docteur Barry Taff et Kerry Gaynor sont arrivés à la maison de Braddock à Culver City le 22 août 1974. Doris Bitter, une petite femme d'une trentaine d'années, avait donc rencontré le docteur Taff et Kerry Gaynor dans une librairie locale de Californie. Elle accueilla les deux hommes chez elle pour les phénomènes de hantise qui semblent empiéter sur sa vie. Doris Bitter vécut dans sa petite maison avec sa fille de 6 ans et ses 3 fils de 10, 13 et 16 ans, tous issus de mariages différents. Sa vie relativement calme a commencé à être perturbée un jour de mai 1974, lorsque les premiers faits étranges et ce qui allait être par la suite la série d'un long et d'un horrible cauchemar qui ne s'arrêtera malheureusement pas. La maison où elle vivait était à l'époque en ruine et les conditions de vie étaient sordides. Les relations tumultueuses entre la mère et ses petits garçons est ce que l'équipe de l'enquête ont pu observer lors de leur première visite. Les chercheurs ont signalé un sentiment d'oppression quand ils entrèrent à l'intérieur de sa maison. Un canular avait été lancé sur la maison disant qu'elle avait été 2 fois condamnée par la ville, ce qui fut par la suite démenti. De ce qui est connu, Doris Bitter subissait de mauvaises relations avec ses parents ainsi que plusieurs relations abusives avec des hommes. L'ambiance à l'intérieur de sa maison était extrêmement négative. Il semble que les garçons, et principalement l'aîné, avaient de sombres relations avec sa mère. L'inconscient qui est troublé par un environnement physiquement ou verbalement abusif et de l'éducation négative est comme une sorte de paratonnerre pour les activités paranormales ou soit attirer l'activité poltergeist ou créer un problème psychosomatique. Doris Bitter a clairement déclaré qu'elle était physiquement attaquée par des esprits. Les rapports de ces attaques variaient selon Doris. Elle entendait marcher autour de sa maison, elle semblait se heurter contre les esprits et pire encore, elle disait qu'elle était physiquement attaquée et se faisait violer par un poltergeist. Bien sûr, Taff et Gaynor étaient sceptiques de tout cela. Les apparitions d'esprits sont une chose très difficile à prouver, et recueillir des preuves, tout cela étant jugé à partir d'un point de vue scientifique, semble être une mission impossible. La science, qui encore aujourd'hui, ne reconnaît pas l'existence des esprits. Être physiquement violé par un poltergeist est encore plus difficile à croire. Taff et Gaynor n'y croyaient pas un traître mot jusqu'à ce qu'ils voyaient les bleus dans l'intérieur des cuisses et sur tout le reste du corps de Doris Bitter, ainsi que plusieurs personnes extérieures à la famille, corroborant pour attester qu'ils avaient également vu ces apparitions. Les enquêteurs ont commencé à tout doucement à prendre au sérieux ce que Doris Bitter n'arrêtait pas d'affirmer, car ils se sentaient vraiment très mal dans la maison.
Doris affirmait que les esprits étaient des hommes asiatiques, mais ce témoignage sera démenti bien des années après par son propre fils, Brian. Les enfants de Doris Bitter ont également vu ces apparitions. Les visions sont si fréquentes que les enfants commencèrent à donner des surnoms à chacun de ces esprits en fonction de ce que ces derniers faisaient dans la maison. La revendication de viol par ces êtres est l'un des aspects les plus intéressants de toute l'affaire. Doris Bitter rapportait qu'il y avait 3 poltergeists, 2 qui la maintenaient et un autre qui la violait en même temps. Le fils aîné de Doris a dit aux scientifiques qu'il avait vu de ses propres yeux voir sa mère étant jetée dans leur salon. Dans un cas, son fils aîné a tenté d'intervenir, mais il a été jeté à travers la pièce par une force invisible. Au niveau du point de vue de la part des scientifiques, cela semblerait être fou de l'admettre. Brian, le fils de Doris Bitter, raconte. Les violations étaient complètement réelles. Ma chambre était juste à côté de celle de ma mère. J'écoutais lorsque les attaques ont eu lieu. Les choses étant jetées, elle criait, c'était terrifiant. Elle sortait toujours de sa chambre et avait toutes ses ecchymoses sur les jambes et sur ses cuisses, tout comme dans le film L'Emprise. L'équipe a donc décidé d'installer un QG en rapportant des caméras et des photographes pour que d'autres chercheurs puissent aider à la capture d'un quelconque phénomène paranormal. Dans un rapport célèbre, tous les enquêteurs, les équipements et ainsi que Doris étaient présents dans sa petite chambre. Étroits et impatients de voir toutes les activités paranormales, ils ont donc décidé de permettre à Doris qu'elle y vienne verbalement provoquer les poltergeists dans le but de recevoir une preuve concrète de son histoire. Doris a commencé sur le regard impatient des 30 enquêteurs qui ont été répartis dans sa chambre, et le sombre spectacle n'allait pas mettre beaucoup de temps à survenir à la stupéfaction grandissante de tous les témoins, les photographes et les scientifiques. Une fois les attaques verbales de Doris, les lumières ont commencé à s'allumer et à s'éteindre dans toute la maison. Puis soudain, une brume verdâtre commença à se former dans un coin de la chambre qui se mit subitement en train de léviter. Puis, elle commença à tourbillonner. En quelques secondes, la forme du torse d'un homme a commencé à devenir visible dans la brume. Très grande, le torse de l'être n'a pas montré les détails du visage, mais ne montre que la musculature de l'esprit, selon les dires des scientifiques. De ceux qu'ils ont réunis, ce fut un homme. Un enquêteur, présent dans sa chambre, s'évanouit quelques secondes après avoir vu l'effrayante apparition. Mais peu importe le nombre de caméras qui furent installées pour capturer ce phénomène, rien de tout cela n'a pu être filmé. Les photos par contre ne montrent que ce qui semble être un arc flottant librement dans le milieu de la pièce ainsi que quelques orbes de lumière. Mais ce qui est tout aussi incroyable, c'est que l'arc de lumière apparaît comme étant lisse. On pourrait donc s'attendre à une des réflexions du nombre d'une personne dans l'arc comme quelqu'un qui utilise un rétroprojecteur pour afficher une image, mais il n'y a rien de cela. Le Dr Taff a également indiqué que les activités s'intensifiaient que quand le fils aîné de Doris, 16 ans, mettait une musique de Black Sabbath et Uriah Heep, les chansons qui mentionnent un culte au diable et ce qui faisait intensifier davantage les réactions du poltergeist. L'équipe d'enquête ont observé les activités poltergeist pour environ 2 mois et demi. Mais au fil du temps, les activités ont diminué. Mais il est quand même important de souligner quelques facteurs. La dépendance à l'alcool de Doris et de la maltraitance de son compagnon, ainsi que sa réticence personnelle de demander de l'aide pour tous ses abus, ont peut-être engendré une mauvaise atmosphère d'énergie dans sa maison et ont peut-être intensifié les phénomènes poltergeist. Doris Bitter a été soumise à un traitement d'hypnose par le docteur Kerry Gaynor, mais ces séances n'ont rien donné de bien concluant. Mais il est clairement important de prendre en considération que les activités paranormales étaient extrêmement puissantes lorsque Doris Bitter était présente dans sa maison.
Doris Bitter semble être presque toujours en état d'ivresse, elle semble être le centre de tout. Mais ce qu'il faut savoir dans toute l'histoire de Doris Bitter, c'est qu'au moment où quand elle était présente avec l'équipe, et quand elle n'était pas sous l'influence de l'alcool, le phénomène poltergeist ne se manifestait pas. Nous pouvons que conclure que lorsque l'esprit de Doris Bitter a été assombri et ses inhibitions minimisées, son énergie psychokinétique reprenait le dessus. Il ne faut pas chercher bien loin pour dire qu'il y avait des thèmes sous-jacents très relatifs dans ce cas. Et prenons pour exemple la façon dont Doris Bitter affirmait qu'il y avait 3 entités qu'il avait agressées. Ces entités contrôlaient sa vie et dans une certaine mesure sont opprimées. Il ne sera pas à nier d'un point de vue d'un support psychologique que ces entités auraient pu être une manifestation physique de la relation de Doris avec ses 3 fils. D'après les rapports du Dr Taff, nous savons que sa relation avec son fils n'était pas rose. Doris Bitter avait subi des sévices presque toute sa vie. Le fait qu'elle ait abusé de l'alcool et de son addiction automédicamenteuse pour éviter le stress post-traumatique de son abus peut avoir eu un effet métaphysique irréversible dans sa vie. Doris Bitter aurait été une femme extrêmement psychique et sensible. Doris faisait sans nul doute partie de ces personnes saintes qui avaient un grand talent inconsciente de son don, mais son refus de se faire aider et avec la violence de sa vie passée sont des faits qui empêchèrent de mettre à profit son talent. Doris Bitter aurait contre elle sa dépendance, le syndrome Héphasétos. Héphasétos est le dieu grec du feu et de la métallurgie. Héphasétos a tenu une relation très tumultueuse avec sa mère. Le chaos et l'amour combinés dans une relation d'amour-haine avec sa mère. De la même façon, ses fils auraient eu une relation semblable avec Doris. Une relation d'amour-haine forte, alimentée par des abus du passé, de l'alcool et des capacités psychiques, et une connotation puissante pour un poltergeist ou une énergie psychokinétique. Une autre théorie fait mention que Doris Bitter aurait attiré 3 mauvais esprits dans sa vie. On pourrait faire valoir que Doris Bitter aurait été agressée par 3 hommes influents dans sa vie, son père, son oncle et son grand-père, en gros, les personnes en qui elle avait confiance. La combinaison de son automédication ayant des capacités psychiques et ainsi que le dégoût de soi aurait fait d'elle une victime attrayante pour les forces maléfiques. Sa vie mouvementée et de son énergie ainsi que de l'énergie de son enfant auraient très bien pu manifester ses sentiments en quelque chose de très mal à un niveau métaphysique. Le syndrome de stress post-traumatique et de ses capacités psychiques peuvent avoir un grand effet sur une personne. Une personne qui ne connaît pas sa capacité et ou est sous l'influence d'une drogue peut avoir un grand effet sur son environnement. Il faut cependant savoir que bien des années après, au cours d'un entretien téléphonique avec Barry Taff, Brian Harris, le fils de Doris Bitter, raconta qu'il avait été choqué de voir à quel point les gens traitaient sa mère de névrosée et d'alcoolique pure. Ce dernier, en pleurs, disait que sa mère aimait effectivement boire, mais n'était pas ivre comme on aurait pu le soutenir le rapport des scientifiques.
Prenons en considération la hantise infâme de Bell Witch. La sorcière de Bell Witch est une hantise et une vieille légende. En 1817, John Bell rapporte des phénomènes poltergeist. L'affaire a été rendue célèbre par les rapports de la part du général Andrew Jackson, qui deviendra plus tard le président des États-Unis. La fille de John Bell, Elizabeth Powell, plus connue sous le nom de Betsy Bell, a été au centre de cette hantise. Elle a été agressée physiquement par un poltergeist. Il y a une théorie qui dit que l'enfant étant très psychique avait souffert d'abus sexuels, de lévitation, de bruit spectral et de voix désincarnées. Gaynor est convaincu qu'il y avait des phénomènes paranormaux dans la maison de Doris Bitter, mais souligne qu'il n'y avait eu aucune preuve relative quant aux attaques sexuelles. Les expériences rapportées par Doris Bitter sont similaires à d'autres rapports d'attaques sexuelles par des forces inconnues. Kerry Gaynor a examiné plus de 900 cas en 25 ans d'expérience et précise que les aspects sexuels de ce type de cas ne sont pas si inhabituels. Il s'agit très souvent de phénomènes extrasensoriels ayant pour origine des troubles psychologiques. En 1978, l'auteur Frank de Filetta publie un roman intitulé The Entity, en français L'Emprise. Le film de même nom réalisé par Sidney Furie en 1981 est rapidement devenu un classique. Martin Scorsese le considère comme l'un des films les plus effrayants jamais tourné. Après que Doris Bitter ait quitté son domicile de Culver City, le phénomène paranormal a cessé d'exister dans la maison. Les nouveaux résidents de la maison n'ont pas signalé de phénomène paranormal. Le docteur Barry Taff a indiqué que Doris Bitter a déménagé de Culver City pour s'installer à San Bernardino, en Californie, puis au Texas, puis à Lawndale, à Torrance, en Californie. En déménageant, Doris indiquait que le phénomène l'avait suivi, elle et sa famille, à chaque endroit où ils ont déménagé. Son dernier examen médical a montré qu'elle n'était pas enceinte, mais qu'elle souffrait d'une grossesse ectopique. Personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé depuis dans cette maison de Culver City. Personne ne sait ce qui arrivait à Doris Bitter ou à l'un de ses enfants. Nous n'avions pas entendu parler d'elle depuis la fin des années 1990 selon certains rapports. Doris et sa famille ont-ils fini par échapper le mal qui était si présent? Ou était-ce tout simplement un pur canular? Malheureusement, seule et séparée de sa famille, Doris Bitter est décédée en 1995 d'un arrêt cardio-pulmonaire à l'âge de 58 ans.